Homme d'action, le méganticois Éric Mercier a toujours eu comme objectif de donner le meilleur de lui-même. De militaire à pompier, aucun théâtre de guerre ne l'avait toutefois préparé à vivre cette nuit effroyable du 6 juillet 2013. Bien qu'une partie de lui s'est brisée momentanément, l'homme de 55 ans a su se rebâtir pour apprécier la vie au moment présent. Jeune adulte, Éric a choisi de joindre à la réserve des Forces armées canadiennes. Il nous dit pourquoi. J'avais plusieurs chums qui voulaient s'en aller dans la réserve. Donc, j'ai toujours fait un peu comme eux autres. Puis un petit peu le challenge. J'ai tout le temps été un petit peu axé vers le challenge. L'homme qui a été déployé à Oka et au Labrador lors de 2 crises avec les Amérindiens en 1990 a également été assigné à se rendre en Bosnie en 2001. Mon rôle là-bas à ce moment-là, c'était commandant de section. Mais étant donné mon expertise, mon ancienneté, j'ai eu à plusieurs reprises à remplacer aussi mon adjoint de peloton. On tombait avec une trentaine de personnes à ma charge. Et mon rôle, c'était 2 sections de 3 mois, si on peut dire. La première section, c'était la protection rapprochée sur la base de Banja Luka en Bosnie. Ma tâche était de sécuriser la base et aussi de sécuriser les déplacements de certains généraux croates et bosniaques à ce moment-là. La deuxième, c'était une portion de patrouille, qu'on patrouillait des secteurs un petit peu partout au niveau là, d'un secteur qui s'appelait Dravar. À Dravar, on faisait les patrouilles des villages. On allait voir les gens, on allait voir les chefs de village. On discutait avec eux autres. Dans la cohue d'un pays en guerre, Éric a dû intervenir de multiples façons. Il nous en donne un exemple. Il est arrivé une situation où j'ai eu à retirer l'arme d'une personne qui était en état d'ébriété, qui tirait sur nous autres. C'est d'ailleurs en Bosnie que celui-ci a découvert sa nouvelle passion pour la sécurité incendie. Vers la fin de ma mission à Dravar, on a commencé une petite formation de pompiers là-bas, à cet endroit-là, avec l'équipement qu'on avait. Disons que c'était plutôt rudimentaire, là, disons, le matériel qu'on avait là. C'est là que j'ai commencé à avoir les premières idées de devenir pompier. Bien loin des théâtres de guerre, le méganticois a aussi eu le privilège de participer à de nombreuses parades militaires en Europe en 1994 afin de souligner le 50e anniversaire du débarquement de Normandie. Il a d'ailleurs paradé devant de grandes personnalités. Au Canada, on était à peu près 200 qui ont été sélectionnés pour faire des cérémonies un petit peu partout en Europe, en Angleterre, en France, en Belgique, en Hollande. J'ai même été en Allemagne. Une des parades les plus importantes que j'ai faites, c'était à Londres, devant la Buckingham Palace. J'ai eu l'opportunité de croiser la reine qui est venue nous inspecter. De se faire inspecter par la reine, tu te sentais comment? Bien, on sent fier. C'est sûr et certain que tu représentes ton pays, tu représentes le Canada, puis tu dis que la reine passe devant toi, puis ça te fait un petit quelque chose. Hein? Après avoir quitté les Forces armées au tournant des années 2000, Éric a décidé d'embrasser sa nouvelle passion en joignant le service de sécurité incendie de Lac-Mégantic. Près de 10 ans après avoir rallié les rangs du service, celui-ci n'avait jamais imaginé vivre la tragique nuit du 6 juillet 2013. Mes vacances commençaient le 5 juillet. Dans le fond, nous, on avait soupé, moi et ma conjointe. On se préparait pour aller en camping le lendemain matin. Et on s'est couché comme à l'habitude. Et vers 1 h du matin, la pagette a sonné. Sur la pagette, la mention, c'était feu de résidence sur une rue à Lac-Mégantic. Fait que ma blonde a dit « Éric, ça sonne. » J'ai dit « Bien, c'est parce qu'on est en vacances, là. Il y en a plein de monde. » Et ma conjointe, elle s'est levée carrée dans le lit, puis elle a vu que l'intérieur de la maison était orangé. Fait qu'à ce moment-là, elle m'a dit « Hey, écoute, faut que tu y ailles. » Puis automatiquement, bien, écoute, j'ai quitté la maison, puis je suis parti. Quand tu t'es dirigé vers l'incendie, qu'est-ce que tu as vu, puis
Puis qu'est-ce que tu as constaté? Ben, premièrement, ma conjointe, elle est partie porter les enfants chez mon voisin en face pour s'occuper parce que ma blonde est infirmière. Elle a quitté pour l'hôpital. Puis moi, j'étais déjà en direction. Lorsque je suis descendu vers le centre-ville, moi, j'ai pas le choix de passer sur le boulevard des vétérans. Donc, la tracée, la coulée de pétrole passait par le boulevard des vétérans. J'ai réussi à passer sensiblement en même temps que la coulée. Donc, j'ai passé à travers quasiment d'un mur de feu, si on peut dire. Il y avait un véhicule de police qui s'en venait de l'autre côté, puis je me suis rendu à la caserne quand même. Le pompier nous précise les premières actions qu'il a posées. Déjà, à ce moment-là, moi, en 2013, j'avais fait mes cours d'officier, mais je n'étais pas encore officier. Donc, je suis arrivé sur place, j'ai embarqué avec mon opérateur dans le camion échelle. Puis, vu que j'avais commencé ma formation d'officier puis qu'elle était complétée, j'ai dit « Ah, je vais prendre la table de PC, je vais l'embarquer. » On est venu pour rentrer dans le centre-ville, puis c'était impossible. Il faisait trop chaud, c'était trop dangereux pour se rendre plus loin. Donc, ce qu'on a fait, moi puis mon équipe, puis d'autres pompiers, on a traversé l'autre bord du pont et on s'est positionné là. Puis là, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à aider mon directeur à ce moment-là, qui était Denis Lauzon. Dire, écoute, Denis, as-tu pensé au cas d'orange? Puis j'ai ouvert la table de PC. Là, j'ai commencé à faire un petit peu le dénombrement des ressources qu'on avait sur place. L'autobus du service incendie de Saint-Georges, ça a été un des premiers véhicules d'intervention qui est arrivé à Mégantic. Et je l'ai utilisé là, comme poste de commandement. Malgré toute leur volonté, les pompiers se sentaient bien impuissants devant ce désastre. Inutile. On ne pouvait pas rien faire. C'était, comme tu dis, plus grand que nature. On essayait de trouver des moyens. Puis, écoute, il y en a plusieurs. Tous mes collègues, mes amis qui étaient pompiers, surtout les premiers instants, on a tout essayé, toute la gang, tout ce qu'on pouvait faire. Mais on se sent un peu démuni à travers de tout ça, là, de dire mais par où qu'on commence puis qu'est-ce qu'on fait. La gestion de cette catastrophe était hors norme et pour de multiples raisons. Malgré que ça s'est contenu au centre-ville, ça continue à évoluer quand même en intensité avec les bâtiments qui continuent à brûler, le pétrole qui continue à couler, puis l'afflux de pompiers qu'on avait. Là. On avait des pompiers qui arrivaient de partout, on avait des pompiers de Tafisa, on avait des pompiers de la MRC au complet. Là. Les premiers qui me viennent en tête, là, c'est Lambton, Lac-de-Relais, Saint-Sébastien, toutes des municipalités qui sont alentour, Nantes. C'est toutes des gens qu'on connaît, qu'on se connaît tous, puis qui sont arrivés. Fait que là, il y avait un afflux de pompiers, là, c'est incroyable. Les États-Unis, les Américains sont arrivés aussi. En situation d'urgence, les pompiers sont formés pour se concentrer sur les actions à poser. Dans l'urgence, on est des pompiers. Ça, c'était un peu comme une infirmière il y a une ambulance qui arrive, puis qu'il y a un cas de défibrillation ou quelque chose comme ça. On est dans l'urgence. Quand tu es dedans, tu vas regarder pour éteindre un feu, tu vas trouver des moyens pour essayer d'aider les gens, sauver du monde. Même si la tâche exigeait de demeurer cartésien, dans une petite communauté où tout le monde se connaît, il était extrêmement difficile de contenir ses émotions. Malgré plein de situations qui nous rendaient plus nostalgiques ou vulnérables, fallait que tu te lèves. Moi je faisais, mon corps, c'était le corps de nuit. Fallait que tu te lèves, tu ailles faire ta job. Heureusement, il y avait les proches. Il reste que on a le support aussi des gens qui entourent de nous autres. Ma conjointe a été un pilier pour moi. Josée, c'était dans mes moments de faiblesse ou de peine, elle a toujours été là. Et l'un des phares d'Éric est certainement sa conjointe Josée. Celle-ci nous décrit celui qu'elle côtoie tous les jours depuis 26 ans. Éric, c'est un passionné.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur du travail, c'est un fonceur, c'est un bon leader. Pour José et Éric, la nuit du 6 juillet 2013 était totalement irréelle. J'ai l'impression que cette période-là, on a été complètement déconnecté de la réalité. Je l'expliquerais comme ça. C'est quand on dit la Terre arrête de tourner, c'est qu'on dirait qu'on n'est plus dans la réalité. C'est tellement gros, cet événement-là, que c'est comme si en quelque part notre tête elle déconnecte. Ça s'explique même pas si ça se vit intérieurement. José avoue que momentanément, ils ont perdu leur repère et qu'ils sont passés en mode survie. Ça démolit. Pour un certain temps, ça démolit parce que c'est déstabilisant. Tu n'as plus de repères. En tout cas, tes repères sont grandement bouleversés. On a survécu, je pense, pendant quelques jours. Éric travaillait beaucoup. Moi, j'essayais de gérer les enfants à travers ça, de juste... On dirait que le temps s'arrête aussi parce que je vois clairement mentionner que il y a des zones blanches dans notre tête, autant la sienne que la mienne. On perd la notion du temps complètement. Ça a pris quelques jours avant que je reprenne vraiment un lien avec mon chum parce que je pense qu'on était en mode survie. José a vraiment craint le pire pour Éric à un moment précis. Je pense que c'est là qu'on fait confiance à la vie aussi parce que moi, quand mon chum est parti, quand j'ai mis mes pieds dans l'hôpital, il était 2h15 si ma mémoire est bonne et tout le monde parlait de l'explosion de 4 heures, mais moi, je peux vous confirmer qu'il y en a eu une à 2h15 et j'étais sûre que je ne verrais plus mon chum. J'ai carrément, quand j'ai sorti de l'auto dans le stationnement de l'hôpital, j'ai carrément arrêté parce que je pensais que notre vie s'arrêtait là. Au cours des journées qui ont suivi, je pense que l'importance de l'autre a ressorti énormément. La solidarité entre nous deux, là, ça a été un gros plus. L'infirmière de profession était bien consciente que les lendemains de cette tragédie pourraient laisser des séquelles. Lorsqu'Éric a commencé à ressentir les effets d'un choc post-traumatique, elle n'a pas été surprise. Mais je savais que c'était quelqu'un de très orgueilleux, fait que je savais que ça serait pas simple. Okay. Et c'est sûr qu'il y avait l'aide de la Croix-Rouge, il y avait beaucoup de ressources, mais le syndrome du sauveur n'a jamais besoin nécessairement d'aide. Hein? C'est un invincible. Fait que, il a fallu que je travaille fort pour le faire consulter parce qu'il y a eu 2-3 rencontres, puis c'était comme, là, c'est correct, ça va, ça. Et non, j'ai fait non. Tu retournes consulter et tu ouvres. J'ai dit, si tu t'ouvres pas, ça ne marchera pas. Puis j'ai été un petit peu rude. Je suis quasiment tombée dans la menace. Mais pour moi, c'était un besoin essentiel. Je me disais, ça ne pourra pas fonctionner si tu ne vas pas consulter. José nous raconte comment cette tragédie les a transformés et a fait d'eux de meilleures personnes. Je pense que le soutien l'un envers l'autre, l'amour qu'on a l'un envers l'autre, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à vivre au jour le jour. On s'est rendu compte qu'on avait de la chance parce que on est allé au Muscafé la veille et on devait y aller le vendredi. Puis j'ai fait comme non, il va y avoir trop de monde le vendredi, on va y aller jeudi à la place. Fait que je crois que pour nous, ça a été de remercier la vie de ne pas avoir fait partie des victimes, d'être là pour nos filles. Aujourd'hui, le leitmotiv du couple est de profiter du moment présent. Puis pour nous, ça a été ça, le projet d'avoir une vanne, on aurait pu dire non, ça va aller à la retraite, mais non. On l'a acheté notre vanne, c'est pas neuf, mais on a beaucoup de plaisir. On part à l'aventure, on profite des beaux moments ensemble, puis on les apprécie à 200%. Victime d'un choc post-traumatique, Éric avoue qu'il a dû prendre un pas de recul pour se rebâtir. Ma conjointe Josée a été, comme j'ai dit encore une fois, un phare. J'ai eu un support au niveau là, d'une dame qui s'appelle Lise Bisson, qui a été ma thérapeute à ce moment-là, qui m'a remis sa traque. Et ce qui m'a aidé beaucoup à me remettre de tout ça, c'est que j'ai réussi à prendre mon envolée avec le service incendie de Magog à ce moment-là. Ça m'a sorti de la ville, ça m'a sorti de la place, ça m'a sorti des mauvais événements. Il a d'ailleurs mis un certain temps à le reconnaître. On veut pas le voir, ça.
On ne veut pas le voir, on se tient occupé, on fait toutes sortes de choses, on s'implique dans toutes sortes d'activités, on continue. Je pouvais dormir peut-être à 4 heures par semaine ou 4 à 6 heures par semaine. Je dormais pas. Fait qu'à un moment donné, tu viens à l'évidence, quand les gens te le disent, qu'il faut que tu prennes soin de toi. Ce pas de recul lui a permis de s'arrêter. Ce que ça m'a permis de faire, c'est premièrement, on se questionne sur soi-même aussi. On apprend beaucoup de choses sur soi-même. Les aspects, on n'est pas tout en fin. Là. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés. Ça nous fait voir les aspects qu'on doit travailler sur soi-même. Qu'est-ce que tu as appris? Vivre au jour le jour, être bienveillant avec les gens. J'étais une personne qui était quand même assez rude. J'étais une personne qui est très perfectionniste, très franche. Peut-être que ça pouvait être repoussant même pour certaines personnes d'avoir un caractère aussi fort. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la bienveillance, à regarder qu'est-ce que les répercussions qu'on peut avoir avec les autres, de la façon qu'on agit. Le Méganticois est un homme qui se connaît beaucoup mieux aujourd'hui. Il reste que c'est toujours dur de faire attention à soi-même. Mais maintenant, par rapport à moi, je connais mes limites. Maintenant, écoute, je vis un moment de ma carrière présentement qui est la plus belle. J'ai un poste que j'adore au service incendie à Saint-Georges. J'ai une gang qui est extraordinaire. Les pompiers dans la caserne, c'est le fun. Je suis impliqué dans plusieurs choses, puis c'est pas dur. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire, puis je fais ce que j'aime. S'il y a une chose qui a changé pour Éric, c'est de prendre davantage de temps pour les personnes qu'il aime. Vis-à-vis le couple, on se fait attention. On se protège entre nous autres. On s'aide entre nous autres. Il y a une complicité j'adore ma blonde. Il y a une complicité qui est difficile à expliquer. Qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? C'est prendre soin, justement. Prendre soin de ma blonde, prendre soin de ma famille, d'être à la maison, de quitter puis de dire « Ah, à soir, je ne serais pas supposé à ta maison. Ah, je redescends. J'ai besoin. Je veux aller voir ma blonde, m'occuper de mes enfants. » Un petit coup de téléphone. Des fois, juste un message texte. J'ai texté à des amis ce matin. Ils disaient « Hey, je pense à vous autres aujourd'hui. Bonne journée. » Personne ne devrait vivre ce que les Méganticois ont vécu. Ceux qui ont survécu ont dû se battre pendant et après ce tragique événement. Le 6 juillet 2013, Éric Mercier a été plongé comme ses collègues dans une tragédie sans nom. L'horreur du moment aurait pu le consumer à petit feu s'il n'avait pas accepté de reconnaître qu'il avait vécu un choc post-traumatique. Son pas de recul l'a non seulement permis de panser ses plaies, mais l'a également mené vers un chemin de guérison intérieure. Aujourd'hui, il fait le constat que la vie n'a plus à être parfaite pour être agréable. Il a cessé de donner une trop grande importance au futur pour conjuguer au présent. Désormais, il vénère chaque matin pour savourer les nouveaux défis et apprécier les moments avec sa conjointe et ses enfants. Si les tragédies sont lourdes de conséquences, il arrive aussi qu'elles puissent t'aider à faire de soi une meilleure personne. C'est fort probablement ce que la vie a permis à Éric Mercier, qui peut affirmer, et ce en toute humilité, « Moi, je l'ai vécu. »